On va passer à la troisième intervention donc sur la REP déchets du bâtiment, donc avec un binôme constitué de Erwan Lemeur, directeur général adjoint recyclage et valorisation des déchets chez Paprec, et Olivier Ponty, président de Fédérec BTP. Donc voilà, on vous laisse prendre la parole, vous appuyez sur le petit bouton rouge pour démarrer. Étienne Blanc me fait passer le message qui quitte pour aller rejoindre le président Macron et qui confie les travaux à son collaborateur que je salue et que je remercie. Alors, Olivier Ponty qui nous vient du sud-ouest, qui est parti ce matin très tôt de Toulouse. Oui. L'occasion de saluer le sénateur Medevielle du Lot-et-Garonne. Et Erwan Lemeur qui nous vient directement de Bretagne, terre de grands champions cyclistes. Donc, mesdames, messieurs, monsieur le sénateur, monsieur le président, bonjour. Nous venons effectivement vous parler de la, de la REP PMCB, les déchets du bâtiment. Cette REP, comme la filière VHU, en fait, la filière du bâtiment est une filière mature, très structurée, qui se repose sur plus de 1300 points de collecte, qui vont des déchetteries privées, publiques, les centres de négoce, les centres de tri, les centres de traitement, d'enfouissement. C'est une REP qui est énorme puisque nous parlons de 46 millions de tonnes de déchets, en sachant que toutes les REP existantes gèrent 16 millions de tonnes. Et c'est une REP qui, sur ces 46 millions de tonnes, est structurée de deux manières. 80% des déchets sont collectés sur chantier. Le reste est en apport sur les points de collecte qui vont être les déchetteries publiques ou privées, ainsi que les points de négoce. Il y a bien sûr dans cette REP le sujet des dépôts sauvages, mais qui, s'il est un point très important pour les collectivités, reste faible au regard des 46 millions de tonnes. Et ces déchets sauvages sont souvent générés par des personnes qui travaillent de manière non déclarée, qui sont, on va dire, peu recommandables. À partir de là, donc, qu'est-ce que l'on peut faire comme constat? Donc, bien sûr, des satisfactions, comme mes prédécesseurs, et des inquiétudes. Dans les satisfactions, la première chose, bien sûr, c'est que l'on va trier plus. La contrainte va aider à trier plus, et ça, c'est bien pour le bilan carbone de notre activité, puisque nous aurons de moins en moins d'enfouissement ou d'incinération. De trier plus, ça va créer également plus de matières premières issues du recyclage, donc de la réincorporation, comme il a déjà été évoqué. Là aussi, un bilan très positif pour le bilan carbone de notre métier. La dernière chose, le diagnostic ex-diagnostic déchets qui évolue et qui devient le diagnostic PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets, et qui sera la porte d'entrée à le bilan de ce qu'un chantier va créer comme déchets de manière officielle. Donc, soit des déchets, soit des matériaux qui pourront être réemployés ou réutilisés. Donc, tout cela est très vertueux, et c'est tellement vertueux que Fédérec est la première confédération qui s'est investie dans le sujet du diagnostic PEMD, en faisant reconnaître auprès de France Compétences le diagnostiqueur PEMD comme un métier émergent, et on a pu ainsi monter une formation certifiante inscrite au RNCP, le Registre national des certifications professionnelles, et qui permettra, lorsque le texte rentrera en vigueur au 1er janvier 2022, d'avoir des personnes enfin certifiées et efficaces pour réaliser cette tâche très importante. Donc après les satisfactions, les quelques inquiétudes que nous pouvons avoir, déjà, bien sûr, le timing. Comme je vous ai dit, cette REP est très importante, 46 millions de tonnes, et pour autant, on a l'impression qu'elle a bénéficié du moins de temps pour être élaborée. Donc c'est une préoccupation essentielle. Et elle met donc une pression sur tous les acteurs, que ce soit nous-mêmes gestionnaires de déchets, mais aussi les entreprises du bâtiment qui vont devoir s'adapter, plus que ça, puisque souvent on dit que ça ne sera pas une évolution, mais une révolution culturelle. Ensuite, il y a effectivement le flou juridique du contour.
Nous sommes à 3 mois de la mise en place de cette REP qui doit normalement s'appliquer à partir du 1er janvier 2022 et nous ne savons pas encore si elle sera opérationnelle ou financière, ce qui a été évoqué déjà. Je rappelle que la conséquence d'une REP opérationnelle dans notre métier serait la perte donc de la propriété de la matière, donc du chiffre d'affaires associé, donc de la structuration de nos entreprises, avec des conséquences indéniables sur l'emploi et l'organisation de nos entreprises. La REP financière viendrait balayer cet écueil. Donc il y a ce flou juridique, et puis il y en a un autre, c'est l'inéquité de traitement que l'on perçoit aujourd'hui entre les déchetteries publiques et les centres de négoce, qui sont clairement dans le périmètre de la REP, alors que nos équipements, nos déchetteries privées, elles ne seraient pas inclus complètement dans le périmètre et ne bénéficieraient pas du soutien sur le tri qui serait effectué sur ces déchets. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait une distorsion sur le traitement des différents acteurs. Ensuite, il y a la traçabilité. La traçabilité, nous appelons de nos voeux, bien sûr, la numérisation, la digitalisation. Force est de constater, malgré tout, qu'il y a pléthore d'acteurs qui essayent de se développer, qui veulent tous être avec des procédés universels, que la mise en place opérationnelle de ces procédés est pour le moins difficile, et que donc nous sommes très inquiets sur une mise en place efficace pour notre métier. Et quelque chose qui devrait être positif va devenir très rapidement un frein et une difficulté. Enfin, le dernier point, c'est de nos inquiétudes, c'est le tri et les filières. Bien sûr, trier, on va trier de plus en plus, de mieux en mieux, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Malgré tout, notre expertise nous permet de savoir que les flux en mélange et les refus de tri persisteront sur les chantiers ou sur nos installations. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, il a été complètement occulté des discussions et des réflexions ce sujet, et que c'est un objet majeur de nos préoccupations, car cela risque de déstructurer profondément nos équipements, car ces déchets étant les plus complexes à trier, ils demandent le plus d'investissement, et donc si nous ne savons pas s'ils seront intégrés dans le périmètre ou pas, nous aurons du mal à continuer à investir, donc nous avons un risque de déstructuration de cette filière. Donc nos propositions par rapport à ces constats positifs et plus inquiets, déjà le cahier des charges aux éco-organismes. C'est vrai, monsieur le sénateur, qu'il y a urgence car il va sortir très bientôt, et malgré tout, il y a un manque fondamental. L'ADEME avait demandé à ce qu'il y ait une pluralité de réponses, c'est-à-dire que le volet financier et le volet opérationnel puissent être proposés. Sauf que, ce que nous avons compris des cahiers des charges, ils allaient être ouverts et les éco-organismes vont pouvoir répondre tel qu'il leur semble. Nous vous demandons que, dans le cadre de cette consultation, il leur soit demandé expressément de répondre à un mode financier et à un mode opérationnel, les deux propositions, pour que vous puissiez, en connaissance de cause, comparer les situations. Car eux-mêmes, sinon, ces éco-organismes étant de nature un peu orientés vers le mode opérationnel, ils ne vont répondre qu'à ce mode et vous ne pourrez pas comparer. Nous savons qu'à terme, le mode sera hybride, c'est-à-dire opérationnel et financier. Nous proposons à ce titre, en fonction des réponses qui seront faites, mais nous proposons que tout ce qui est gestion des points d'apport, donc les déchetteries et les centres de négoce, soit géré de manière opérationnelle et que toute la collecte sur les chantiers et sur les sites soit gérée de manière financière à minima. Le calendrier, enfin, et ensuite je laisserai Erwan sur les conclusions de ces points forts. Le calendrier, vous l'avez compris, est très tendu, préjudiciable à nos réflexions, voire dangereux. Pourquoi ? Les trois acteurs, donc déjà les collectivités, ont des sites qui ne sont aujourd'hui pas prévus pour recevoir le flux de déchets qu'ils vont avoir. Ils n'ont pas les places prévues. Souvent, ils ont quand même des installations qui sont reconnues au titre des installations classées, mais ils n'en ont pas l'organisation et surtout le foncier. Ensuite, les négoces. Les négoces, eux, ils sont là pour vendre du matériau, pas pour en recevoir. Ils le font déjà dans le cadre de la loi, mais pas dans les quantités qui vont se passer. Et eux aussi, là par contre, on va avoir un vrai problème d'autorisation administrative au titre des ICPE. Donc ils ne sont pas prêts du tout.
Et nous-mêmes, enfin, sur nos installations, nous, par contre, nous avons les autorisations, nous avons le savoir-faire, nous avons l'organisation. Par contre, au titre de ce que je viens d'évoquer précédemment, nous allons devoir facturer tout cela dans un cadre de distorsion de concurrence, puisque les déchetteries publiques et les négoces, eux, le feront de manière gratuite. Je laisse Erwan conclure. Monsieur le sénateur, Monsieur le Président, merci d'avoir organisé cet événement ce matin. Moi, je suis très heureux de pouvoir conclure cette partie après Olivier en un symbole, en même temps en disant que Olivier représente une PME et du conseil, puisqu'il a également un bureau d'études, et je représente aujourd'hui un groupe. Donc on montre bien ici, en tout cas, que PME et grands groupes sont en phase, réellement en phase, sur ce sujet et sur les conclusions que je vais maintenant aborder en 5 points. Le premier point, c'est, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, une réglementation qui va changer positivement les pratiques sur chantier. Et il y avait besoin d'un certain nombre d'avancées sur les chantiers, notamment lorsqu'on parle de contenants et de qualité du tri ou du non-mélange sur les chantiers. Mais une réglementation qui ne va probablement pas réduire la problématique des dépôts sauvages. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, François, cette loi était partie de ce principe d'essayer d'éradiquer la problématique des dépôts sauvages. On pense que malheureusement, ça aura un effet évidemment assez faible de ce point de vue-là. Mais encore une fois, amélioration des choses en matière de pratique. On pense effectivement que les diagnostics, que la formation de diagnostiqueurs, l'invention d'un nouveau métier de diagnostiqueur autour de ce sujet devrait néanmoins améliorer les choses en matière de réemploi ou de recyclage sur les chantiers. Le deuxième point, enfin, c'est la collecte doit être dans la REP. Pourquoi ? Parce qu'on a une vraie complexité d'intervention sur les chantiers qui nécessite que les opérateurs que nous sommes continuent à intervenir directement en lien avec les entreprises de construction pour pouvoir assurer un service de qualité sur les chantiers. Et on sait que la réalisation d'un chantier est quelque chose de compliqué. On sait qu'il faut avoir une réactivité de tout moment sur les chantiers pour pouvoir assurer la sortie des déchets en temps et en heure avec tous les corps de métier qu'on retrouve sur les chantiers. Le troisième point, comme tu l'as dit tout à l'heure Olivier, le cahier des charges des éco-organismes doit ouvrir le jeu, à la fois du financier et à la fois de l'opérationnel. On doit effectivement leur imposer de répondre aux deux. Simplement parce qu'on pense que l'opérationnalité est adaptée pour densifier le maillage des déchetteries. Il faut une densification des déchetteries sur le territoire, notamment pour les artisans, notamment pour les chantiers sur lesquels il n'y a pas de collecte, il n'y a pas de contenant mis en place. Mais pour la collecte sur chantier, lorsque on met en place, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est 80% des tonnages qui sont concernés par ces dispositifs où les entreprises, les opérateurs comme nous mettons en place des dispositifs de collecte, on pense que là, le mode financier est totalement adapté et permettrait en tout cas, dans un premier temps, de pouvoir mettre en place dans une bonne disposition cette REP bâtiment sans complètement casser tout ce qui peut exister et qui fonctionne avec les entreprises de la construction actuellement. Le quatrième point, c'est la propriété de la matière. Je crois que les différentes interventions ce matin ont montré l'importance de cela. Les opérateurs ont une vraie expérience des marchés. J'ai noté aussi tout à l'heure l'idée de stimulation des marchés, c'est-à-dire que si on donne la possibilité aux metteurs sur le marché de maîtriser l'ensemble de la filière sans passer par un intermédiaire qui serait en même temps capable de stimuler le marché, je pense qu'on perdrait effectivement en efficacité et même en efficience sur ces marchés-là. Et dernier point, tu l'as dit tout à l'heure Olivier, c'est la distorsion de concurrence. On a cru noter effectivement de la part de l'État et des services du ministère l'idée de mettre de façon différente, de traiter de façon différente les collectivités, les distributeurs de matériaux de construction d'un côté et les recycleurs de l'autre. On pense qu'il faut pouvoir faire en sorte que les déchetteries, lorsqu'elles vont se mettre en place, les déchetteries publiques ou les déchetteries pro, soient traitées de la même façon, de façon simplement à faire une REP bâtiment qui soit construite ensemble, avec tous les acteurs
de ce métier. Et on sait que dans le bâtiment, il y a nombre d'acteurs dans la filière. Et ça nécessite qu'on travaille réellement ensemble et qu'il n'y ait pas de distorsion dans le traitement des différentes parties sur les opérations. Voilà en quelques mots de conclusion pour intervenir à la fin. Et après, Olivier, merci. Merci beaucoup, Erwan. Merci, Olivier.